Le millionnaire est resté figé en voyant, dans la maison de la fermière, la photo de sa bien-aimée disparue. Le soleil se couchait sur Paris, inondant d'une lueur ambrée les immeubles haussmanniens et la Seine qui serpentait comme un ruban d'argent à travers la capitale. Du haut de son bureau au dernier étage de la tour Mercier, Charles contemplait distraitement ce spectacle qu'il avait vu des milliers de fois. À 55 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un empire immobilier florissant, un appartement avec vue sur la tour Eiffel, une collection de voitures de sport, et pourtant, un vide persistant habitait son regard bleu acier. « Monsieur Mercier, les documents pour l'acquisition de Bordeaux sont prêts », annonça sa secrétaire en déposant une chemise en cuir sur son bureau en ébène. Charles hocha la tête sans même la regarder. Isabelle travaillait pour lui depuis 12 ans et avait appris à interpréter ses silences. Elle s'attarda pourtant. « Votre jet est prêt pour demain matin, 7h30. La météo annonce des orages dans le sud-ouest. Peut-être vaudrait-il mieux. Ça ira. Isabelle, coupa-t-il d'une voix douce mais ferme. Ce terrain à Bordeaux est crucial pour notre expansion. Je dois le voir personnellement. » Quand la porte se referma, Charles se tourna vers la bibliothèque murale et attrapa un verre en cristal qu'il remplit de cognac. Dans le reflet ambré, il revit furtivement le visage qu'il tentait d'oublier depuis 25 ans. Des yeux verts en amande, un sourire qui illuminait toute une pièce. Pauline, le seul échec qu'il n'avait jamais pu transformer en succès. « À toi, où que tu sois », murmura-t-il, avant d'avaler le liquide d'un trait. Le lendemain, son Dassault Falcon 8 traversait le ciel français sous une pluie battante. Charles parcourait des rapports, ignorant les secousses de plus en plus violentes qui agitèrent l'appareil. « Monsieur », intervint le pilote par l'interphone, « nous traversons une cellule orageuse imprévue. La situation se dégrade rapidement. » Charles leva les yeux de ses documents, à travers le hublot. Il ne voyait que des masses sombres, presque noires, illuminées par d'occasionnels éclairs bleutés. Quelle est la gravité ? Je vous recommande de vous attacher, monsieur. Nous essayons de contourner le plus gros, mais... La phrase fut interrompue par une violente secousse qui projeta Charles contre sa ceinture. Des dossiers volèrent à travers la cabine, tandis que l'avion plongeait avant de se redresser brusquement. « Je cherche un terrain pour un atterrissage d'urgence », reprit le pilote, sa voix trahissant une tension inhabituelle. Les minutes suivantes se déroulèrent comme dans un rêve distordu. L'appareil perdait de l'altitude, ballotté par des vents violents. Charles, habituellement imperturbable, sentit pour la première fois depuis des années une émotion primitive. La peur, non pas de mourir. La mort lui semblait parfois une compagne patiente, mais de partir sans avoir jamais compris pourquoi Pauline avait disparu la veille de leur mariage. Un éclair zébra le ciel, suivi immédiatement d'un craquement assourdissant. Une partie de l'aile droite venait d'être touchée. « Accrochez-vous !» cria le pilote. L'avion piqua du nez. Par le hublot, Charles aperçut une mer de forêts et de champs, ponctuée de rares lumières, puis vint le choc, une série de rebonds violents, le bruit de métal qui se déchire, et l'obscurité. Quand il reprit conscience, il pleuvait à verse. La carlingue était fendue, et Charles réalisa qu'il était allongé dans la boue. Son costume sur mesure à 8 000 € était en lambeaux. Une douleur lancinante irradiait de sa jambe droite, et du sang coulait de son front dans ses yeux. « Jacques !» appela-t-il, cherchant son pilote. Seul le rugissement de la pluie lui répondit. Il tenta de se relever et retomba avec un cri de douleur. Sa jambe n'était pas cassée, mais une profonde entaille saignait abondamment. Serrant les dents, il arracha un morceau de sa chemise pour improviser un garrot. La pluie redoublait d'intensité, l'eau ruisselant sur son visage, se mêlant au sang et à la boue. Le jet n'était plus qu'une carcasse méconnaissable. Dans la semi-obscurité, Charles distingua une forme immobile près des débris du cockpit. Son cœur se serra. « Jacques !» cria-t-il à nouveau, rampant vers le corps. Mais en atteignant le pilote, Charles comprit qu'aucun appel ne le ramènerait. Seul, blessé, sans téléphone, détruit dans l'impact. Charles évalua sa situation. Il était tombé en pleine campagne, probablement à des kilomètres de toute habitation. La nuit tombait, apportant avec elle un froid qui commençait déjà à engourdir ses membres. Le milliardaire habitué à donner des ordres et à ce que le monde s'adapte à lui, réalisa soudain sa vulnérabilité. Il se mit à ramper dans la boue, s'orientant vers une légère pente, espérant trouver un ruisseau qui mènerait peut-être à une ferme
ou un village. Après ce qui lui sembla des heures, à demi conscient, il aperçut une lueur vacillante entre les arbres. Un espoir fou le saisit, rassemblant ses dernières forces. Il se traîna vers cette promesse de vie. La lumière provenait d'une modeste ferme aux murs de pierre. Une lampe à huile brillait à une fenêtre. Anachronisme dans ce monde hyper-connecté. Charles s'effondra contre la porte en bois et frappa faiblement. La porte s'ouvrit brusquement, manquant de le faire tomber. Une jeune femme se tenait là, une lampe à la main, les yeux écarquillés de surprise. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon lâche, et elle portait une simple robe en lin. Derrière elle, Charles aperçut une cuisine rustique, illuminée par des bougies. « Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» s'exclama-t-elle avec un accent du sud-ouest. « Accident, avion, besoin d'aide » articula-t-il avant que ses jambes ne cèdent. La dernière chose qu'il vit avant de perdre connaissance fut le visage inquiet de cet inconnu qui, dans la lueur tremblotante de la lampe, lui rappelait étrangement quelqu'un qu'il avait passé 25 ans à essayer d'oublier. « Maman, il va mourir !» demanda une petite voix derrière la jeune femme. « Non, Sophie, va chercher des serviettes, vite !» Alors que l'obscurité l'enveloppait, Charles entendit la femme murmurer. Qu'est-ce qu'un homme en costume fait au milieu de nulle part pendant la pire tempête depuis 20 ans ? Une odeur de soupe aux herbes flottait dans l'air lorsque Charles revint à lui. Il était allongé sur un lit rustique, recouvert d'une couverture en patchwork. Une douleur lancinante lui vrillait la tempe droite. Sa jambe, soigneusement bandée, l'élançait moins qu'il ne l'aurait craint. Enfin réveillé, constata une voix féminine. Il tourna la tête avec précaution. La jeune femme qui l'avait accueilli était assise sur une chaise en bois, à quelques pas du lit. La lumière du matin qui filtrait à travers les rideaux en dentelle éclairait son visage. Elle devait avoir 25, peut-être 26 ans. Ses traits fins et son regard déterminé lui donnèrent un sentiment étrange de déjà-vu. « Où suis-je » demanda-t-il, la gorge sèche. « À la ferme du Petit Chêne, à environ 20 kilomètres de Blaye. » Elle lui tendit un verre d'eau. « J'ai fait ce que j'ai pu pour votre jambe. »« Mais il vous faudra un médecin. » Charles but avidement. « Merci de m'avoir recueilli. Je ne pouvais guère vous laisser mourir sur mon perron, » répondit-elle sans sourire. « Je m'appelle Manon, Manon Dubois. »« Charles, » répondit-il simplement, préférant taire son nom de famille qui, même dans ce coin reculé, éveillerait probablement des soupçons. Il tenta de se redresser et grimaça de douleur. « Restez tranquille, » ordonna Manon. « J'ai envoyé Bernard, mon voisin, voir si votre avion... Il n'y avait personne d'autre avec vous. » Le souvenir du corps de Jacques frappa Charles comme un coup de poing. « Mon pilote !» Il n'a pas survécu. Une ombre passa sur le visage de Manon. « Je suis désolée. Bernard préviendra les autorités. Je vous remercie, mais j'aimerais le faire moi-même. » Charles chercha instinctivement son téléphone. « Mon portable. Détruit, j'imagine. Et de toute façon, il n'y a pas de réseau ici. » Devant son expression incrédule, elle ajouta. « Nous sommes hors réseau. Pas d'électricité non plus, sauf le générateur que j'utilise avec parcimonie. Comment est-ce possible en 2025 ?» Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Manon. « C'est un choix. Le monde peut bien s'agiter là-bas, ici, nous vivons différemment. » Elle se leva. « Je vais vous apporter à manger. Ensuite, nous verrons comment vous ramener à la civilisation. » La porte s'entr'ouvrit timidement, laissant apparaître une petite fille aux cheveux châtains et aux yeux curieux. « Sophie, je t'ai dit de laisser notre invitée se reposer, » sermonna doucement Manon. « Mais je veux voir le monsieur tomber du ciel, » protesta la fillette. Qui devait avoir environ 6 ans, Charles ne put s'empêcher de sourire. « Bonjour Sophie » L'enfant s'approcha, surmontant sa timidité. « Comment on fait pour tomber du ciel sans se transformer en crêpe ?»« Sophie » s'exclama Manon, horrifiée. « Ce n'est rien » intervint Charles, amusé malgré lui. « C'est une excellente question, Sophie. J'ai eu beaucoup de chance. Et ton aide aussi. » La petite fille hocha solennellement la tête. « Maman a dit que tu étais blessée comme l'oiseau qu'on a soigné au printemps. Sophie, laisse monsieur Charles maintenant. Va nourrir les poules. » Avec une moue déçue, l'enfant obéit. Quand la porte se referma, Charles demanda « C'est votre fille ?»« Oui, » répondit simplement Manon. « Je reviens avec votre repas. Restez seul.
Charles observa la chambre, simple mais propre, avec des murs en pierre apparente et des poutres en bois au plafond, des rideaux brodés à la main, un bouquet de fleurs séchées, quelques livres usés sur une étagère, une vie aux antipodes de son existence parisienne aseptisée. Il parvint à s'asseoir au bord du lit. Sa tête tournait encore, mais la douleur était supportable. Ses vêtements avaient disparu, remplacés par une chemise en flanelle trop grande et un pantalon en toile grossière. « Ce sont les vêtements de mon grand-père », expliqua Manon en revenant avec un plateau. « Les vôtres étaient irrécupérables. Je vous rembourserai. Ce n'est pas une question d'argent, coupa-t-elle. Mangez. » La soupe était simple mais délicieuse, préparée avec des légumes qui avaient certainement poussé dans le jardin qu'il apercevait par la fenêtre. Il mangea en silence, conscient du regard observateur de son hôtesse. « Vous n'avez pas l'air d'un homme qui tombe souvent du ciel, » remarqua-t-elle finalement. « Vos mains n'ont jamais travaillé la terre. » Charles sourit faiblement. « Est-ce un crime ? » ?»« Non, juste une constatation. Que faisiez-vous dans votre avion pendant la pire tempête de la décennie ? Vous êtes journaliste, homme d'affaires. La seconde option, admit-il, immobilier. Ah, un de ceux qui transforment des fermes comme celle-ci en résidence secondaire pour Parisiens en mal de campagne. Le ton était léger, mais l'accusation perceptible. Pas exactement mais sa phrase resta en suspens. Son regard venait de se poser sur une photographie encadrée, posée sur la commode près de la fenêtre. Le plateau vacilla dans ses mains, renversant quelques gouttes de soupe. Attention. Manon lui prit le plateau des mains. « Vous vous sentez mal. » Charles ne l'entendait plus. Le monde autour de lui s'était figé. La photo montrait une jeune femme d'une trentaine d'années, tenant dans ses bras un bébé. Elle souriait à l'objectif, ses cheveux châtains flottant dans la brise, ses yeux verts brillants de joie. Pauline, son cœur s'arrêta, puis repartit à un rythme frénétique. C'était impossible. Une ressemblance. Sans doute. Qui est cette femme ? Demanda-t-il d'une voix étranglée. Manon suivit son regard, surprise. Ma mère, elle s'appelait Élise Dubois. Manon l'observait avec une intensité nouvelle. Pourquoi, vous la connaissiez ? Charles dut faire appel à tout son sang-froid pour ne pas laisser transparaître le choc qui le traversait. Non, elle ressemble à quelqu'un que j'ai connu, il y a longtemps. C'est étrange, murmura Manon. Vous n'êtes pas le premier à dire cela. Elle vit toujours ici. Une ombre passa sur le visage de la jeune femme. Non, elle est décédée il y a 8 mois. Cancer. Charles sentit son estomac se nouer douloureusement. Je suis désolée. Un silence pesant s'installa, rompu par les cris joyeux de Sophie qui jouait dans la cour. Et le père de Sophie ? Osa-t-il demander. Manon reprit le plateau. Il n'y en a jamais eu, enfin, biologiquement bien sûr, mais... Elle haussa les épaules. Ma mère m'a élevée seule et j'élève Sophie seule. C'est notre tradition familiale, on dirait. Son sourire était empreint d'une ironie douce amère. Quand elle quitta la pièce, Charles resta immobile, le regard fixé sur la photographie, Élise Dubois, qui ressemblait trait pour trait à Pauline Vidal, la femme qu'il devait épouser 25 ans plus tôt, et qui avait disparu sans laisser de traces la veille de leur mariage. Et si c'était elle, et si Manon était, une vague de vertige le submergea. Cette fois sans rapport avec ses blessures, il devait en avoir le cœur net. Il devait rester ici, le temps de comprendre dehors. La pluie avait cessé. Un timide rayon de soleil éclairait la photographie, comme un message du destin. À Paris. Le ciel s'était éclairci après l'orage. Mais une tempête d'une toute autre nature se préparait dans les bureaux du groupe Mercier. Michel Giroux, directeur des opérations et bras droit de Charles depuis plus de 20 ans, était assis dans le fauteuil de son patron, contemplant la vue spectaculaire sur Paris. Son visage austère aux tempes grisonnantes ne trahissait aucune émotion, alors que la secrétaire, Isabelle, se tenait devant lui, les yeux rougis. « Les autorités confirment que l'avion de M. Mercier s'est écrasé dans la région de Bordeaux », annonça-t-elle. La voix tremblante, mais ils n'ont pas encore localisé l'épave avec précision à cause des inondations. Michel hocha lentement la tête, et les actionnaires, Isabelle le dévisagea, choquée par cette question qui semblait si déplacée. J'ai organisé une réunion d'urgence pour demain matin. Comme vous l'avez demandé. Parfait, vous pouvez disposer. Dès que la porte se referma,
Michel se leva et se servit un verre du cognac préféré de Charles, le même cognac qu'il partageait 25 ans plus tôt, lorsqu'ils n'étaient que deux jeunes loups ambitieux dans l'immobilier, avant Pauline. Avant que tout change, Michel ferma les yeux, se remémorant ce visage qui avait bouleversé leur équilibre, Pauline Vidal, avec ses yeux verts ensorcelants et son rire qui semblait tout illuminer. Quand Charles l'avait rencontrée lors de cette soirée caritative, Michel avait immédiatement compris qu'il la perdrait à jamais. Charles, son mentor, son ami, celui qui avait tout, le charisme, l'argent, la vision. Et maintenant, la femme qu'il aimait secrètement, le téléphone sonna, interrompant ses souvenirs. « Monsieur Giroux, c'est Lambert, de la sécurité. Nous avons reçu un signal du traceur de l'avion. » Michel se raidit. « Je croyais qu'il avait été détruit dans le crash. Il aimait encore, faiblement. Nous avons une localisation approximative. Et le corps? Aucune information. Des équipes locales cherchent dans la zone, mais le terrain est difficile d'accès. Tenez-moi informé, et Lambert. » Michel marqua une pause. « Cette information reste entre nous pour l'instant. » Il raccrocha, son esprit calculant frénétiquement les possibilités. Si Charles avait survécu, non, c'était improbable. Même si la zone d'impact était proche d'eux, il sentit une sueur froide perler sur son front après toutes ces années. Était-il possible que le destin ait un sens de l'humour aussi cruel? À la ferme du Petit Chêne, Charles avait réussi à se lever et à faire quelques pas dans la chambre. La douleur était supportable, mais chaque mouvement lui rappelait sa vulnérabilité. Lui qui dirigeait un empire immobilier de plusieurs milliards d'euros était maintenant dépendant d'une jeune fermière qui ignorait sa véritable identité. Il s'approcha de la fenêtre. La propriété était modeste mais bien entretenue. Un potager ordonné, quelques arbres fruitiers, un enclos avec des poules. Sophie courait après un chat tigré, ses rires cristallins portés par la brise. Manon apparut dans son champ de vision, portant un panier de légumes fraîchement cueillis. La ressemblance avec la femme de la photo, avec Pauline, était troublante sous certains angles. Le même port de tête, la même façon de repousser une mèche rebelle. Vous ne devriez pas être debout. Charles se retourna. Manon se tenait dans l'encadrement de la porte, les sourcils froncés. « Je vais mieux », répondit-il. « Votre ferme est magnifique. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais c'est chez moi. » Elle déposa des vêtements propres sur le lit. Bernard est revenu. Les secours ont été prévenus pour « Votre pilote ? Ils viendront vous chercher dès que les routes seront praticables. Combien de temps ? 2 jours ? Peut-être 3. La rivière a débordé après l'orage. Charles vit là une opportunité. Je ne voudrais pas m'imposer. Vous n'avez pas le choix, répondit Manon avec une franchise désarmante. Et je ne vous laisserai pas partir dans cet état de toute façon. Je pourrais vous aider en échange, proposa-t-il. J'ai remarqué que votre toit a souffert de la tempête. Manon haussa un sourcil sceptique. Vous savez réparer un toit? Non, admit Charles avec un sourire contrit. Mais je peux apprendre. Pour la première fois, il vit un sourire sincère se dessiner sur les lèvres de Manon. Un homme de la ville qui veut apprendre à travailler de ses mains. Voilà qui est nouveau. L'accident a peut-être endommagé plus que ma jambe, plaisanta-t-il. Ce soir-là, attablé dans la cuisine éclairée aux bougies, Charles observait discrètement les interactions entre Manon et Sophie. La petite racontait avec animation sa journée, inventant des aventures pour chaque animal de la ferme. Manon l'écoutait avec une patience et une tendresse qui serrèrent le cœur de Charles. C'était une vie simple, mais empreinte d'une authenticité qui manquait cruellement à son existence parisienne. « Et toi, monsieur Charles, tu as des enfants ?» demanda soudainement Sophie. La question le prit au dépourvu. « Non, je n'ai jamais eu cette chance. Pourquoi tu n'as pas trouvé de princesse pour faire des bébés ?» « Sophie, intervint Manon, embarrassée. On ne pose pas ce genre de questions. »« Ce n'est rien, » assura Charles avec un sourire triste. « J'ai cru trouver ma princesse une fois, mais elle a disparu avant notre mariage. » Un silence gêné s'installa. Manon étudia son visage avec une intensité nouvelle. « Sophie, va te brosser les dents, » ordonna-t-elle doucement, quand sa fille eut quitté la pièce. Elle demanda « C'est pour ça que vous avez réagi ainsi en voyant la photo de ma mère. Elle lui ressemblait ?» Charles hésita. Mentir n'avancerait à rien, mais la vérité complète serait trop brutale. Oui, la ressemblance est troublante. Ma mère avait un passé mystérieux, confia Manon en baissant la voix. Elle est arrivée ici il y a 25 ans. Après un accident, elle avait perdu la mémoire
Le cœur de Charles s'emballa, perdu la mémoire. Elle a été retrouvée au bord d'une route par la famille qui possédait cette ferme avant nous, les Renault. Elle était gravement blessée, sans papier, sans souvenir. Manon sourit tristement. Les médecins parlaient d'amnésie traumatique. Elle se souvenait de certaines choses, comment lire, écrire, cuisiner, mais rien de personnel, pas même son vrai nom. Et elle n'a jamais retrouvé la mémoire, demanda Charles, la gorge nouée, partiellement, des fragments. Elle faisait des cauchemars où elle tombait sans fin. Elle se réveillait parfois en appelant un nom, mais elle ne s'en souvenait jamais au matin. Manon observa attentivement la réaction de Charles. Pourquoi toutes ces questions ? Simple curiosité, mentit-il. C'est une histoire touchante. Manon n'insista pas, mais son regard disait qu'elle n'était pas dupe. Plus tard, allongé sur son lit, Charles ne pouvait trouver le sommeil. Les révélations de Manon avaient ravivé une blessure qu'il croyait cicatrisée. Pauline n'était pas partie volontairement. Elle avait eu un accident. Elle avait vécu toutes ces années sous un autre nom, avec une autre identité, peut-être à quelques centaines de kilomètres de lui. Et Manon, l'idée qui avait germé dans son esprit, était à la fois terrifiante et exaltante. Elle avait 26 ans. Née moins d'1 an après la disparition de Pauline, se pourrait-il que... Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. Sophie se tenait là, en chemise de nuit, serrant une peluche usée contre elle. « J'ai fait un cauchemar », murmura-t-elle. « Maman dit que je suis trop grande pour avoir peur. » « Mais on n'est jamais trop grand pour avoir peur, » répondit doucement Charles. « Qu'est-ce qui te ferait te sentir mieux ? Une histoire. » Charles sourit et tapota le bord du lit, tandis qu'il inventait un conte sur une princesse courageuse qui sauvait un royaume. Il observait le visage de Sophie. Cherchant des traits familiers, il y avait quelque chose dans la forme de ses yeux, dans son sourire. Dehors, la nuit était calme. Mais à Paris, dans le bureau de Charles Mercier, Michel Giroux ouvrait un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. À l'intérieur se trouvait un dossier jauni portant l'inscription « Pauline Vidal, 2000 ». Il en sortit une vieille photo et un article de journal annonçant la disparition tragique d'une jeune femme à la veille de son mariage. Le lendemain matin, le soleil inondait la campagne bordelaise. Comme pour faire oublier la tempête de la veille, Charles se tenait sur une échelle branlante. S'efforçant de replacer les tuiles arrachées par les vents violents, ses mains d'homme d'affaires, habituées aux stylos de luxe et aux claviers d'ordinateur, étaient déjà couvertes d'ampoules. Plus à gauche, indiqua Manon depuis le sol. Et assurez-vous que le rebord s'emboîte correctement. Charles s'exécuta. Grimaçant sous l'effort, sa jambe blessée le faisait souffrir, mais il s'en accommodait. Cette douleur physique était presque bienvenue, lui offrant une distraction à la tourmente émotionnelle qui l'agitait depuis sa découverte. « Vous vous débrouillez bien pour un citadin », commenta Manon avec une pointe d'amusement lorsqu'il descendit de l'échelle. « Je suis plein de surprises », répondit-il avec un demi-sourire. Manon lui tendit une gourde d'eau fraîche, leurs doigts se frôlèrent, et Charles ressentit un malaise étrange. Si ses soupçons étaient non fondés, cette jeune femme pourrait être sa fille, l'idée lui donnait le vertige. « Tout va bien », s'inquiéta Manon. « Vous êtes pâle ? Juste un étourdissement, ça va passer. » Sophie surgit en courant, son chat sur les talons. « Maman, viens voir. Le vieux coffre dans la grange s'est ouvert avec la pluie. » Manon fronça les sourcils. « Quel coffre ? » « Celui tout en haut, sur l'étagère. Il est tombé, et maintenant il y a des papiers partout. » Charles et Manon échangèrent un regard avant de suivre la fillette vers la grange. L'ancienne structure en bois abritait du matériel agricole, des sacs de graines et des bottes de foin. Au fond, près d'une fenêtre cassée par où la pluie s'était engouffrée, se trouvait un vieux coffre en bois renversé, son contenu éparpillé sur le sol. « Je ne savais même pas qu'il y avait quoi que ce soit là-haut », murmura Manon en s'approchant. Charles la suivit, le cœur battant, des papiers jaunis, des carnets, et quelques photographies détrempées s'étalèrent sur le sol de terre battue. Manon s'agenouilla et ramassa délicatement une photo. « C'est maman », dit-elle doucement. « Mais je n'ai jamais vu cette photo. » Charles se pencha par-dessus son épaule. Retenant son souffle, la photo montrait une Pauline, ou Élise, plus jeune, dans un parc qu'il reconnut immédiatement, le jardin des Tuileries à Paris, un lieu où ils s'étaient souvent promenés ensemble. « Ces papiers appartenaient à ta mère », demanda-t-il, s'efforçant de maîtriser sa voix. Apparemment,
Manon semblait troublée. Mais pourquoi les garder cachés ici? Sophie s'était mise à ramasser les papiers. Regarde, maman, des lettres. En effet, plusieurs enveloppes, certaines encore cachetées, gisaient parmi les débris. Manon en saisit une et l'examina. Elles ne sont pas adressées. Ah, juste datées. Charles s'approcha et ramassa un petit carnet à la couverture de cuir craquelé. Un journal intime. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il l'ouvrit. 12 mai 2000, lut-il à voix basse. Aujourd'hui, j'ai encore rêvé de la chute. Toujours ce même cauchemar où je tombe dans le noir. Et cette sensation terrible de perte. Quelqu'un m'appelle, mais je ne peux pas distinguer le nom. Manon lui jeta un regard surpris. C'est l'écriture de ma mère. Charles referma brusquement le journal, comme pris en faute. Désolé, je ne voulais pas être indiscret. Non, c'est étrange, c'est tout. Manon regarda autour d'elle avec une expression pensive. Pourquoi cacher ses souvenirs ici, loin de la maison? Sophie continuait de fouiller avec enthousiasme. Oh, des coupures de journaux. Charles se figea. Les journaux, bien sûr, la disparition de Pauline Vidal, fiancée du jeune entrepreneur prometteur Charles Mercier, avait fait les gros titres en 2000. Si ces coupures se trouvaient ici, laisse ça, Sophie, intervint Manon. Nous rangerons tout ça plus tard. Va aider Bernard à nourrir les poules. Une fois Sophie partie, Manon se tourna vers Charles. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Pauline, le scrutaient avec intensité. Vous semblez particulièrement intéressé par ces vieilleries. Charles déglutit. C'est fascinant, les traces que nous laissons derrière nous. Charles, Manon marqua une pause, cherchant ses mots. Depuis votre arrivée, vous posez beaucoup de questions sur ma mère. Et maintenant, vous semblez bouleversé par ces découvertes. Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Le moment de vérité était arrivé plus vite que prévu. Charles envisagea le mensonge, mais quelque chose dans le regard de Manon, cette franchise directe, cette détermination, le poussa vers la sincérité. Votre mère, la photo dans votre salon, cette femme ressemble trait pour trait à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, quelqu'un qui a disparu mystérieusement, la princesse de votre histoire, celle qui s'est volatilisée avant le mariage. Charles hocha lentement la tête. Elle s'appelait Pauline Vidal, et elle a disparu en juin 2000, la veille de notre mariage. Manon blêmit. C'est impossible. Ma mère vivait ici depuis 25 ans, depuis 2000. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Manon fixait Charles, ses pensées visiblement en ébullition. Non, dit-elle finalement. Non, c'est absurde. Ma mère s'appelait Élise Dubois. Elle avait peut-être perdu la mémoire. Mais elle n'était pas cette Pauline. En êtes-vous certaine? Charles tendit la main vers le journal. Ces cauchemars de chute, cette sensation de perte. Et si elle avait eu un accident, le jour de sa disparition? Un accident qui lui aurait fait perdre la mémoire? Manon secoua la tête. Mais Charles pouvait voir le doute s'installer dans son regard. Pourquoi seriez-vous ici, maintenant, après toutes ces années? C'est une coïncidence trop invraisemblable. Le destin? Peut-être, murmura Charles, ou simplement le hasard le plus cruel. Manon prit une profonde inspiration. Admettons que ce soit vrai, que ma mère ait été votre fiancée disparue. Qu'est-ce que vous espérez trouver ici? Elle est morte, Charles. Quoi qu'il se soit passé il y a 25 ans, c'est terminé. La brutalité de cette vérité frappa Charles comme un coup physique. Pauline était partie, vraiment partie cette fois, sans qu'il ait pu la retrouver, lui dire adieu, comprendre. Je veux savoir ce qui s'est passé, répondit-il simplement. Pourquoi elle a disparu? Comment elle s'est retrouvée ici? Je lui dois au moins ça. Le regard de Manon s'adoucit légèrement. Et moi, je dois savoir qui était vraiment ma mère. Elle hésita, puis ajouta « Nous continuerons cette conversation ce soir, après le coucher de Sophie. » Charles acquiesça, comprenant l'implication si Manon était effectivement sa fille. Cette révélation bouleverserait aussi sa vie. Ils rassemblèrent les papiers dans le coffre en silence. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la grange, Charles aperçut un éclat métallique sous une planche. Il se pencha et ramassa un petit médaillon en argent. Son cœur manqua un battement. C'était le pendentif qu'il avait offert à Pauline pour leur fiançailles. Avec leurs initiales entrelacées au dos, C&P. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Manon. Charles serra le médaillon dans sa paume, incapable de parler. Ce petit objet venait de balayer ses derniers doutes. Pauline avait vécu ici.
Elle avait élevé leur fille sans savoir qui elle était vraiment, ni qui était le père de son enfant. Et maintenant, par un caprice du destin, il se retrouvait sous le même toit que cette fille, 25 ans trop tard. Ce n'est rien, mentit-il, glissant discrètement le médaillon dans sa poche. Juste un vieux bijou sans importance. Mais alors qu'il retournait vers la maison, Charles sentait le poids du pendentif contre sa cuisse. Aussi lourd que les secrets qu'il portait, la nuit était tombée sur la ferme du Petit Chêne. Sophie dormait depuis longtemps lorsque Manon et Charles s'installèrent dans la cuisine, éclairés par la lueur vacillante des bougies. Entre eux, sur la table en bois usée, le coffre renfermant les secrets d'Élise, où Pauline, « Par où commencer ?» murmura Manon, les mains posées à plat sur le couvercle. Charles observa son profil délicat, si semblable à celui de Pauline. Par le commencement, peut-être, les plus anciens documents. Manon acquiesça et ouvrit lentement le coffre. Elle en sortit le journal intime à la couverture de cuir fendillé. « Les premières pages datent de septembre 2000, dit-elle, feuilletant délicatement le carnet. 3 mois après son accident. « Puis-je » demanda Charles. Elle hésita, puis lui tendit le journal. Charles l'ouvrit avec précaution, comme s'il manipulait un objet sacré. « 3 septembre 2000, lut-il doucement. « Docteur Renaud dit que je devrais noter mes rêves et mes impressions. Il pense que ça pourrait aider ma mémoire à revenir. Je ne sais toujours pas qui je suis. Élise Dubois est le nom qu'ils m'ont donné. Mais il sonne faux à mes oreilles, comme un vêtement emprunté qui ne me va pas tout à fait. » Charles tourna la page, sa gorge se serrant. « Les Renaud sont gentils avec moi. Leur ferme est paisible. Le médecin dit que mon état, ma grossesse, progresse normalement malgré l'accident. C'est étrange de porter un enfant dont je ne me souviens pas de la conception. Qui est son père? M'aimait-il? L'aimais-je » Manon détourna le regard, visiblement bouleversée. Je n'ai jamais su qu'elle avait écrit tout ça. Elle ne parlait presque jamais de cette période. Charles continua à parcourir le journal. Les entrées étaient sporadiques, parfois séparées de plusieurs semaines. Pauline y décrivait sa vie quotidienne à la ferme, ses cauchemars récurrents. La naissance de Manon, ses tentatives infructueuses pour retrouver son identité. Elle écrit qu'elle a contacté la police, nota Charles, mais sans papier, sans identité. Les Renaud l'ont aidée à obtenir des documents au nom d'Élise Dubois, expliqua Manon. C'était plus simple ainsi. La France des années 2000 n'était pas aussi numérisée qu'aujourd'hui. Charles hocha la tête, continuant sa lecture. Soudain, il s'arrêta net. 5 mars 2001. J'ai trouvé une coupure de journal aujourd'hui, par hasard, en faisant des courses à Bordeaux. Une photo d'un homme d'affaires m'a attiré l'œil. Son visage m'est familier. Comme dans un rêve. Charles Mercier, promoteur immobilier. Mon cœur s'est emballé en lisant ce nom. Est-ce que je le connaissais? Dans ma vie d'avant, la vendeuse m'a surprise en train de fixer le journal, et j'ai eu honte, comme prise en faute. Le silence tomba dans la cuisine. Manon fixait Charles, ses yeux verts écarquillés. « Elle vous a reconnu, » murmura-t-elle. « Ou du moins, votre visage lui était familier. Elle aurait pu me contacter, » dit Charles. La voix rauque d'émotion. « J'aurais tout quitté pour la retrouver. » Manon secoua la tête. Elle ne savait pas qui elle était, ni qui vous étiez pour elle. Elle tendit la main vers le coffre et en sortit une enveloppe jaunie. Regardons ces coupures de presse. À l'intérieur se trouvaient plusieurs articles soigneusement découpés. Le premier titrait « Disparition mystérieuse à la veille d'un mariage mondain ». Une photo montrait Charles et Pauline lors de leur fiançailles, souriant à l'objectif, rayonnant de bonheur. « C'est elle !» souffla Manon. « C'est vraiment maman. » Charles pouvait à peine respirer. Pauline Vidal, 28 ans, a disparu sans laisser de traces le 15 juin 2000, veille de son mariage avec l'entrepreneur Charles Mercier, lut-il. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près de Bordeaux, sans indice sur sa disparition. Les enquêteurs privilégient la piste d'une fugue, mais n'excluent aucune hypothèse. « Une fugue », s'indigna Manon. « Il pensait qu'elle vous avait abandonné volontairement. C'était l'hypothèse la plus simple, » répondit Charles amèrement. « Une fiancée qui prend peur et s'enfuit. » Manon sortit un autre article, daté de quelques mois plus tard. L'affaire classée par manque de preuves. Mercier continue de chercher sa fiancée disparue. La photo montrait un Charles plus jeune, le visage creusé par le chagrin. « J'ai engagé des détectives privés pendant des années, » expliqua-t-il. « Sans résultat.
Pourquoi serait-elle venue dans cette région si isolée la veille de votre mariage ? Charles secoua la tête. Je n'en ai aucune idée. Le dernier message que j'ai reçu d'elle disait qu'elle avait une course importante à faire et qu'elle me retrouverait à l'hôtel. Manon fronça les sourcils, pensive. Un accident, alors ? Mais pourquoi personne ne l'a identifiée à l'hôpital ? Les Renault l'ont trouvée sur une petite route départementale, n'est-ce pas ? Pas près d'une route principale où sa voiture a été découverte ? Oui, le docteur Renaud faisait une visite à domicile et l'a trouvée inconsciente dans un fossé. Sous la pluie, Manon hésita. Il a toujours dit que c'était un miracle qu'il l'ait aperçue. Un sentiment de malaise grandissait en Charles. Une route isolée, une femme gravement blessée et une voiture retrouvée ailleurs. « Vous pensez que ce n'était pas un accident ?» demanda Manon, saisissant immédiatement l'implication. « Je n'en sais rien », admit Charles. Mais quelque chose ne colle pas. Ils continuèrent à examiner les papiers en silence. Charles s'arrêta sur une photo où Pauline tenait Manon bébé dans ses bras. Ses yeux s'embuèrent. « Elle ne savait pas », murmura-t-il. « Elle ne savait pas que l'enfant qu'elle portait était le mien. » Manon leva brusquement les yeux vers lui. « Vous croyez que vous êtes mon père ?» La question flottait entre eux depuis leur découverte. Mais c'était la première fois qu'elle était formulée aussi directement. « Les dates correspondent », répondit Charles doucement. « Et il y a cette ressemblance entre toi et Pauline, mais aussi certains de mes traits. Ton menton, la forme de tes mains. » Manon toucha inconsciemment son visage, comme pour y sentir ses traits étrangers. « C'est tellement absurde, surréaliste. »« Je sais. Et si c'est vrai ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Qu'est-ce que ça change après toutes ces années ?» Charles n'avait pas de réponse. Que pouvait-il offrir à cette jeune femme qui avait vécu toute sa vie sans père ? Qui était-il pour débarquer ainsi et bouleverser son monde ? « Ça ne change rien si tu ne le souhaites pas, » dit-il finalement. « Je n'ai aucun droit sur toi, Manon. Aucune revendication à faire. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé, pour Pauline, pour moi, et peut-être, si tu le veux, pour toi aussi. » Le silence retomba, troublé seulement par le crépitement des bougies. Dehors, le vent s'était levé, faisant grincer les volets. « Il y a encore quelque chose qui me trouble, » dit finalement Manon. « Si ma mère a vu votre photo dans ce journal en 2001, pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à vous contacter, même sans se souvenir ? Elle aurait pu être curieuse, non ? » C'était une question pertinente qui avait également traversé l'esprit de Charles. « Peut-être qu'elle l'a fait, » suggéra-t-il. « Peut-être que quelqu'un l'en a empêché. » Qui ? Charles hésita. L'idée qui prenait forme dans son esprit était trop horrible à contempler. « Je ne sais pas, mais je compte bien le découvrir. » Manon rangea soigneusement les papiers dans le coffre. « Il est tard, nous devrions essayer de dormir. » Alors qu'elle se levait, Charles demanda « Est-ce que je peux voir sa tombe ?» « Demain ?» Manon le regarda longuement avant de répondre « Oui, je vous y emmènerai. » Cette nuit-là, allongé dans son lit, Charles ne trouva pas le sommeil. Il tenait dans sa main le médaillon qu'il avait offert à Pauline. Caressant les initiales gravées, dans la chambre voisine, il entendait Manon tourner et retourner dans son lit. Sans doute tout aussi tourmenté que lui. À Paris, Michel Giroux examinait les derniers rapports sur la recherche de l'épave. Son téléphone sonna. « Monsieur », annonça une voix tendue, « nous avons localisé précisément le site du crash. Mais il y a un problème. Aucun corps n'a été retrouvé dans l'appareil. » Michel serra le combiné si fort que ses jointures blanchirent. « Continuez à chercher. Et envoyez quelqu'un vérifier les fermes et habitations dans un rayon de 10 km autour du site. » Il raccrocha, le visage livide. Si Charles avait survécu et se trouvait dans cette région précise, il ne pouvait y avoir de coïncidence plus catastrophique. Le petit cimetière de village était niché à flanc de coteau. Surplombant la vallée verdoyante, les pierres tombales patinées par le temps s'alignaient sous les cyprès centenaires. Charles et Manon marchaient en silence entre les allées, Sophie gambadant quelques pas devant eux, cueillant des pâquerettes sauvages. « C'est ici !» dit finalement Manon en s'arrêtant devant une tombe simple. La pierre de granit gris portait l'inscription « Élise Dubois, 1972-2024, à jamais dans nos cœurs. » Aucune épitaphe élaborée, aucun symbole, juste un nom qui n'était pas le sien et 2 dates encadrant une vie. Charles s'agenouilla devant la tombe. Indifférent à la terre humide qui souillait son pantalon, il posa délicatement sa main sur la pierre froide,
comme s'il espérait y sentir encore la chaleur de celle qui y reposait. « Pauline, murmura-t-il, si bas que Manon ne pouvait l'entendre, je t'ai enfin retrouvée. » Sophie s'approcha et déposa son bouquet de pâquerettes sur la tombe. « Tu connaissais ma mamie ?» demanda-t-elle à Charles. Il hésita, cherchant les mots justes. « Oui, il y a très longtemps, elle était extraordinaire. Maman dit qu'elle veille sur nous depuis les étoiles. Je suis sûre que c'est vrai, » répondit Charles, la gorge nouée. Manon s'était légèrement éloignée. Leur laissant ce moment, Charles la rejoignit après quelques instants de recueillement. « Merci, » dit-il simplement. Elle hocha la tête. Elle aurait aimé savoir qui elle était vraiment, pendant toutes ces années. Elle a vécu avec ce vide en elle. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle n'a jamais cherché à me retrouver après avoir vu ma photo dans le journal. Peut-être qu'elle l'a fait, suggéra Manon. Nous devrions demander à Monsieur Renaud, c'est lui qui l'a trouvée et qui l'a aidé à s'installer ici. Il est toujours en vie. Oui, il vit dans la maison principale de la ferme voisine. Il doit avoir plus de 80 ans maintenant, mais il a toute sa tête. Elle hésita. C'est lui qui a les documents que maman a demandé qu'on me remette après sa mort. Il devrait passer les déposer aujourd'hui. Sur le chemin du retour, Sophie courait devant eux, pourchassant un papillon. Charles observait cet enfant qui pourrait être sa petite fille, ressentant un mélange de joie et de chagrin pour tous ces moments manqués. « Comment était-elle » demanda-t-il. « Je veux dire, comme mère ?» Une expression douce se dessina sur le visage de Manon. Aimante, protectrice, elle travaillait dur, mais trouvait toujours du temps pour moi. Elle avait un don avec les plantes. Notre potager était le plus beau de la région. Elle sourit aux souvenirs, et elle chantait souvent. Des mélodies qu'elle disait venir de nulle part, probablement des fragments de sa vie d'avant. Charles ferma les yeux un instant. Pauline avait toujours adoré chanter. Elle regardait souvent cette vieille photo dans le salon, continua Manon. Parfois, je la surprenais en train de la contempler. Les larmes aux yeux, je lui demandais pourquoi elle était triste, et elle répondait qu'elle ne savait pas, que c'était comme si son cœur se souvenait de quelque chose que son esprit avait oublié. Cette confession brisa quelque chose en Charles. L'idée que Pauline avait souffert de cette absence, de ce manque qu'elle ne pouvait même pas nommer, lui était insupportable. Ils arrivèrent à la ferme en milieu d'après-midi. Une vieille Citroën était garée dans la cour, et un homme âgé attendait sur le perron. « Monsieur Renaud », l'accueillit Manon. « Vous êtes venu plus tôt que prévu. » Le vieil homme se leva avec l'aide d'une canne, grand et mince. Son visage buriné portait la marque d'une vie passée au grand air. Ses yeux bleus délavés se posèrent sur Charles, et une expression de surprise traversa son visage. « Je vous connais », dit-il sans préambule. Charles s'avança, incertain. « Nous nous sommes déjà rencontrés. » « Non, mais votre visage m'est familier. » Il plissa les yeux. « Vous êtes dans les journaux, n'est-ce pas? Un homme d'affaires ?»« Charles Mercier ?» confirma-t-il. Une lueur de reconnaissance s'alluma dans le regard du vieil homme. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est donc vous ?» Manon les observait, intriguée. « Vous saviez qui était vraiment ma mère, docteur Renaud ?» Le vieil homme secoua lentement la tête. « Non, pas exactement. Mais j'avais des soupçons. » Il désigna la maison. « Pouvons-nous parler à l'intérieur? J'ai apporté ce qu'Élise, Pauline, m'a confié pour toi. » Dans la cuisine, Sophie fut envoyée jouer dehors et les 3 adultes s'installèrent autour de la table. Le docteur Renaud sortit une boîte en métal de son sac. « Élise m'a remis ceci une semaine avant sa mort, » expliqua-t-il. « Elle m'a fait promettre de te la donner 6 mois après, pas avant. »« Pourquoi ce délai ?» demanda Manon. Elle voulait te laisser du temps pour faire ton deuil avant de remuer le passé. Charles observait la boîte avec appréhension. Qu'avait bien pu y laisser Pauline? Avant de l'ouvrir, intervint le docteur. Je dois vous dire quelque chose. Le jour où j'ai trouvé Élise, Pauline, ce n'était pas un hasard. Il prit une profonde inspiration. J'ai reçu un appel anonyme. Une voix d'homme m'a dit qu'une femme blessée se trouvait sur la départementale 18. Dans le fossé, après le grand chêne, Charles et Manon échangèrent un regard interloqué. J'y suis allée, et effectivement, elle était là, inconsciente, gravement blessée à la tête. Je l'ai transportée à l'hôpital de Bordeaux, mais personne ne l'a réclamée. Quand elle s'est réveillée sans mémoire, ma femme et moi lui avons proposé de rester à la ferme, le temps qu'elle se rétablisse. Et elle n'est jamais partie, conclut Manon.
Non. Quand elle a découvert sa grossesse, elle a décidé de rester. Notre fille avait émigré en Australie. La ferme était trop grande pour nous. C'était un arrangement qui convenait à tous. Charles tentait d'assimiler ces nouvelles informations. Cet appel anonyme, vous n'avez jamais su qui c'était? Non. J'ai supposé que c'était la personne qui l'avait peut-être renversée, quelqu'un pris de remords, mais pas assez pour se dénoncer, ou quelqu'un qui voulait s'assurer qu'elle survive, mais reste cachée, suggéra Charles, une théorie troublante prenant forme dans son esprit. Le docteur Renaud hocha gravement la tête. J'y ai pensé aussi, plus tard, surtout quand Élise a vu votre photo dans le journal et a eu cette réaction étrange. Vous étiez au courant? S'exclama Manon. Elle me l'a montré, m'a dit que ce visage éveillait quelque chose en elle. J'ai fait des recherches sur vous. Monsieur Mercier, j'ai découvert l'histoire de la disparition de votre fiancée, Pauline Vidal. Les dates correspondaient. J'ai suggéré à Élise de vous contacter. Et, pressa Charles, elle a écrit une lettre. Je devais la poster lors de mon prochain voyage à Bordeaux. Le vieil homme semblait maintenant mal à l'aise. Mais quand je suis revenue à la ferme 2 jours plus tard, elle avait changé d'avis. Elle était terrifiée. Elle m'a dit qu'un homme était venu, qu'il lui avait parlé de son accident, qu'il valait mieux qu'elle reste Élise Dubois pour sa sécurité et celle de sa fille. Charles sentit un frisson glacé parcourir son échine. Vous a-t-elle décrit cet homme? Élégant, grisonnant aux tempes, très distingué? Le docteur haussa les épaules. C'est tout ce dont je me souviens. La description correspondait parfaitement à Michel Giroux. Même à l'époque. Elle n'a jamais plus parlé de vous contacter, continua le docteur. Elle semblait avoir accepté sa nouvelle identité. Manon ouvrit la boîte en métal avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient de plusieurs documents, un acte de propriété pour la ferme du Petit Chêne, quelques lettres et une enveloppe scellée portant le nom de Manon. La ferme est à toi depuis toujours, expliqua le docteur. Élise l'a achetée avec l'argent que ce visiteur lui apportait chaque année, une sorte de pension, un prix pour son silence, murmura Charles, la rage montant en lui. Manon ouvrit l'enveloppe qui lui était destinée, à l'intérieur, une lettre écrite de la main de sa mère et un petit objet enveloppé dans du tissu. « Ma chère Manon, lut-elle à voix haute, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Il est temps que tu connaisses la vérité que j'ai moi-même ignorée pendant si longtemps. Je ne suis pas Élise Dubois. D'après mes recherches discrètes au fil des années, je crois être Pauline Vidal, disparue en juin 2000. Si c'est le cas, l'homme sur la photo que j'ai toujours gardée est Charles Mercier, et il pourrait être ton père. » Manon s'interrompit, incapable de continuer. Charles prit délicatement la lettre et poursuivit la lecture. Je n'ai jamais retrouvé ma mémoire complète, mais les fragments qui me reviennent me font croire que j'aimais profondément cet homme. Quelqu'un, je ne sais pas qui, a voulu nous séparer. Le visiteur qui venait chaque année m'a fait comprendre que je devais rester caché, pour ta sécurité. J'ai accepté ce marché, peut-être à tort. Aujourd'hui, je te demande pardon pour ce secret, et je te laisse libre de chercher la vérité. Dans le tissu, tu trouveras la seule chose que j'avais sur moi lors de mon accident, l'unique lien tangible avec mon passé. Je t'aime, ma fille, plus que tout. Ta mère, quelle qu'elle était son identité. En silence, Manon défit le petit paquet. À l'intérieur se trouvait une bague de fiançailles en platine, sertie d'un saphir entouré de diamants. Charles la reconnut immédiatement. Il l'avait choisie lui-même. C'était ta bague de fiançailles, murmura Manon. Charles acquiesça, incapable de parler, submergé par l'émotion. Le docteur Renaud se leva péniblement. « Je vais vous laisser, vous avez beaucoup à discuter. » Alors qu'il atteignait la porte, il se retourna. « Monsieur Mercier, je ne sais pas qui a causé tout ceci, mais cette personne est toujours là, quelque part. Et si elle découvre que vous êtes ici, à la ferme du Petit Chêne, l'avertissement planait dans l'air comme une menace tangible. Soyez prudent, conclut-il avant de partir. Dehors, Sophie riait en poursuivant les papillons, ignorant que la vérité qui venait d'éclater allait transformer sa vie pour toujours. À Paris, dans le bureau de Charles Mercier, Michel Giroux raccrochait son téléphone, le visage figé dans une expression de terreur froide. Sur son écran d'ordinateur s'affichait la confirmation qu'il redoutait. Charles avait survécu à l'accident et se trouvait exactement à l'endroit qu'il craignait le plus. Charles et Manon restèrent longtemps silencieux,
après le départ du docteur Renaud. La bague de fiançailles posée entre eux sur la table semblait concentrer toute la lumière de la pièce, brillant comme un accusateur muet. « Alors c'est vrai », murmura finalement Manon. « Ma mère était Pauline Vidal, et vous ?» Elle leva des yeux troublés vers Charles. « Vous êtes probablement mon père. » Charles hocha lentement la tête, incapable de formuler des mots à la hauteur de ce moment. Que dire à cette femme qui venait de découvrir que toute sa vie reposait sur un mensonge ? « Quelqu'un a tout orchestré, » dit-il finalement, la voix rauque. « L'accident, sa disparition, son isolement ici. Ce visiteur dont parlait ma mère, » les yeux de Manon s'assombrirent. Celui qui lui apportait de l'argent chaque année en échange de son silence. « Je pense savoir qui c'était. » Charles serra les poings. « Michel Giroux, mon associé depuis 30 ans, mon soi-disant ami, pourquoi aurait-il fait une chose pareille ?» Charles contempla la bague, se remémorant l'époque où il l'avait passée au doigt de Pauline. Michel a toujours été possessif envers moi, envers notre amitié, notre entreprise. Quand j'ai rencontré Pauline, tout a changé. Pour la première fois, quelqu'un d'autre passait avant lui. La jalousie, c'est pour ça qu'il aurait détruit 3 vies. La jalousie, l'ambition. Après la disparition de Pauline, j'étais anéantie. Michel a pris le contrôle de l'entreprise pendant des mois. Quand je suis revenue, j'étais différent, plus dur, plus concentré sur le travail, exactement comme il le voulait. Manon se leva brusquement. Et maintenant, il sait que vous êtes ici, près de découvrir la vérité. Probablement, l'accident d'avion a fait les gros titres, et s'il apprend que j'ai survécu, ils échangèrent un regard lourd de sens. Le danger n'était plus une menace lointaine. « Sophie », murmura Manon, soudain inquiète. Elle se précipita à la fenêtre. La petite jouait toujours dans le jardin, insouciante. « Nous devons partir », décida Charles. « Tous les 3, retourner à Paris, où j'ai les moyens de nous protéger. Quitter la ferme. Mais c'est notre vie. Sophie ne connaît que ça. Juste le temps de régler cette affaire, de confronter Michel avec les preuves. » Il désigna le coffre. Ces documents, les témoignages du docteur Renaud, Manon semblait déchirée, tiraillée entre la prudence et l'attachement à son foyer. Et après, que se passera-t-il ensuite ? La question figea Charles. Il n'avait pas pensé au « après ». Que voulait-il vraiment ? Récupérer une fille qu'il venait à peine de rencontrer, l'intégrer à sa vie parisienne froide et superficielle. L'idée semblait absurde. « Je ne sais pas », admit-il honnêtement. « Je sais seulement que je veux découvrir la vérité. Et je veux que vous soyez en sécurité pendant ce processus. » Sophie entra en courant dans la cuisine, les joues rougies par le jeu. « Maman, j'ai trouvé un nid d'oiseau dans le grand tilleul. » Manon força un sourire. « C'est merveilleux, ma puce. Va te laver les mains. Nous allons bientôt dîner. » Quand l'enfant fut sorti, Manon se tourna vers Charles. « Je ne peux pas bouleverser sa vie du jour au lendemain. Elle a déjà perdu sa grand-mère. La ferme est son refuge. Je comprends. » Charles hésita. « Mais au moins, laisse-moi faire venir une équipe de sécurité, des gens de confiance, discrets. » Manon finit par acquiescer. « D'accord, et Sophie ne doit rien savoir pour l'instant, ni sûr. Le fait que vous pourriez être son grand-père, c'est trop à assimiler. » Bien sûr. Le dîner se déroula dans une atmosphère étrange. Sophie babillait joyeusement, inconsciente des tensions qui habitèrent les adultes. Charles l'observait avec émerveillement, reconnaissant dans ses gestes et ses expressions des échos de Pauline. Mais aussi, plus troublant, certains de ses propres traits. Plus tard, après avoir couché Sophie, Manon rejoignit Charles sur la terrasse. La nuit était tombée, enveloppant la campagne d'un silence apaisant ponctué du chant des grillons. « J'ai toujours su que ma mère cachait quelque chose, » dit-elle doucement. Cette tristesse qui ne la quittait jamais vraiment, même dans ses moments les plus heureux. Pauline était lumineuse, répondit Charles, la gorge nouée par les souvenirs. Elle entrait dans une pièce et tout s'illuminait. Elle était architecte, brillante, créative. Nous devions construire une maison ensemble, après le mariage. Manon sourit tristement. Elle a dessiné cette ferme, vous savez, chaque extension, chaque amélioration. Elle disait que c'était comme si ses mains se souvenaient d'un talent que son esprit avait oublié. Charles sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle a trouvé un moyen de continuer, malgré tout. Oui, et elle m'a donné une belle vie, même avec ses secrets. Un silence confortable s'installa entre eux, comme si cette reconnaissance mutuelle de l'amour qu'ils avaient apporté à la même femme créait un pont par-dessus le gouffre de ces années perdues.
Comment était-elle, à la fin, osa demander Charles. Manon prit une profonde inspiration. Courageuse. Le cancer s'est déclaré soudainement, a progressé rapidement. Elle a refusé la plupart des traitements agressifs, préférant rester lucide et présente pour ces derniers mois. Elle regarda vers les étoiles. Vers la fin, elle faisait des rêves plus vivaces. Elle parlait parfois dans son sommeil, appelait un nom, votre nom, je suppose. Charles détourna le regard, submergé par l'émotion. Je donnerais tout pour avoir pu lui dire adieu. Elle le savait, je crois, à sa façon. Manon hésita, puis sortit un papier plié de sa poche. J'ai trouvé ceci en rangeant ses affaires. Je n'avais jamais compris ce que c'était. Jusqu'à maintenant. C'était une coupure de journal, soigneusement préservée dans du plastique. Un article datant de 2010, montrant Charles lors de l'inauguration d'une tour Mercier à Lyon. Il semblait plus jeune, plus dur, son visage marqué par une décennie de chagrin contenu. Elle l'a gardé toutes ces années, murmura Manon. Pourquoi ne pas avoir cherché à vous contacter ? La peur, répondit Charles. Si ce visiteur, Michel, l'a menacé, ou vous a menacé, elle aurait tout fait pour vous protéger. Leur conversation fut interrompue par un bruit de moteur au loin. Un véhicule approchait de la ferme, phares éteints. « Tu attends quelqu'un ?» demanda Charles, soudain alerte. « Non, personne ne vient jamais si tard. » Ils se levèrent d'un même mouvement. Charles s'approcha de la fenêtre avec précaution, scrutant l'obscurité. Une silhouette se déplaçait furtivement près de la grange. « Reste ici !» chuchota-t-il. « Verrouille les portes. Où vas-tu » ? Voir qui est notre visiteur nocturne, ignorant les protestations de Manon. Charles se glissa par la porte arrière. L'air frais de la nuit le frappa. Portant une odeur de terre humide et d'herbe coupée, il se déplaçait silencieusement. Bénissant sa jambe qui ne le faisait presque plus souffrir, la silhouette avait disparu dans la grange. Charles s'approcha prudemment, ramassant au passage une fourche appuyée contre un mur. À l'intérieur, seul le faible rayon d'une lampe torche perçait l'obscurité. « Je vous déconseille de faire un pas de plus », dit Charles d'une voix ferme. La lumière se tourna brusquement vers lui, l'aveuglant momentanément. « Monsieur Mercier !» Charles plissa les yeux. « Lambert, qu'est-ce que vous faites ici ?» Lambert était le chef de la sécurité du groupe Mercier depuis 15 ans. Un homme loyal et efficace, du moins le croyait-il. « Je suis venu vous chercher. »« Monsieur !» répondit Lambert, visiblement soulagé. « Tout Paris vous croit mort. Monsieur Giroux m'a envoyé vérifier les fermes autour du site du crash. »« Michel vous a envoyé, » répéta Charles, méfiant. « Et que devez-vous faire exactement une fois que vous m'aurez trouvé ?» Lambert parut hésiter. « Vous ramener à Paris ?»« Bien sûr. Seulement moi, ou deviez-vous aussi nettoyer les lieux ?» Un silence pesant s'installa. Lambert déglutit visiblement. « Il sait tout, n'est-ce pas ?» continua Charles, avançant lentement. « Il sait que cette ferme appartenait à Pauline. Il sait que c'est ici qu'il l'a cachée pendant 25 ans. Après avoir orchestré son accident ? Monsieur, je ne comprends pas de quoi vous parlez, » protesta Lambert. Mais son regard fuyant trahissait son malaise. « Bien sûr que si. Michel vous paie bien, n'est-ce pas, pour faire le sale boulot ?» La porte de la grange grinça. Manon se tenait là, un fusil de chasse entre les mains. « Vous avez 10 secondes pour quitter ma propriété, » dit-elle d'une voix glaciale. Lambert leva les mains. « Écoutez, je ne veux de mal à personne. Je fais juste mon travail. Votre travail, » répéta Charles avec dégoût. « Comme celui que Michel vous a confié il y a 25 ans. Saboter une voiture. Simuler un accident. » Lambert pâlit visiblement. « Je n'étais pas là à cette époque. Je ne sais rien de tout ça. Mais vous en savez assez pour avoir peur maintenant, » insista Charles. « Qu'est-ce que Michel vous a vraiment demandé, Lambert ? M'éliminer, faire disparaître les preuves, finir le travail commencé il y a 25 ans. » Le garde de sécurité semblait de plus en plus nerveux. « Monsieur Giroux veut simplement vous ramener sain et sauf. »« Menteur, » siffla Manon. « Maintenant, sortez, et dites à votre patron que nous savons tout. » Lambert recula lentement vers la porte. « Vous faites une terrible erreur. Monsieur Giroux est puissant. Il a des relations. Et moi, j'ai la vérité, » répondit Charles. « Maintenant, partez avant que je ne change d'avis et que je vous livre à la police pour intrusion. » Une fois Lambert parti, Charles et Manon retournèrent rapidement à la maison.
verrouillant soigneusement chaque porte, chaque fenêtre. « Il va prévenir Michel », dit Manon, blême. « Oui, ce qui signifie que nous n'avons plus beaucoup de temps. » Charles prit une décision. « Demain à l'aube, nous partons, tous les trois, nous emportons le coffre et toutes les preuves. » Pour la première fois, Manon ne protesta pas. Plus tard cette nuit-là, dans sa chambre, Charles ouvrit le journal intime de Pauline aux dernières pages. Une écriture plus tremblante, datant de quelques semaines avant sa mort, attira son attention. « Je sens que le temps me manque. J'ai rêvé de lui à nouveau cette nuit. Charles, son nom me revient enfin clairement. Dans mon rêve, nous étions sur une terrasse surplombant Paris, et il me demandait pourquoi je l'avais abandonné. Je me réveille en pleurant, sachant que quelque chose, ou quelqu'un, nous a séparés. Trop tard maintenant pour réparer, je peux seulement espérer que Manon découvrira un jour la vérité, et qu'elle trouvera en elle la force de pardonner, à moi, pour mes silences, et peut-être à lui, pour son absence. » Charles serra le journal contre sa poitrine, pleurant enfin les larmes qu'il avait retenues pendant un quart de siècle. À Paris, Michel Giroux raccrochait son téléphone, le visage déformé par la rage. « Trouvez-moi le meilleur homme que nous ayons », ordonna-t-il à un interlocuteur invisible, et qu'il parte immédiatement pour Bordeaux, qu'il ne revienne pas tant que le problème n'est pas définitivement réglé. Le ciel s'assombrissait à l'horizon. Annonçant l'arrivée d'une nouvelle tempête, Charles observait ces nuages menaçants depuis la fenêtre de la cuisine. Une tasse de café refroidissant entre ses mains. L'aube n'était levée que depuis 1 heure. Et déjà la maison bourdonnait d'activité. Manon préparait quelques bagages essentiels. Tandis que Sophie, encore ensommeillée, tentait de comprendre pourquoi il devait partir en voyage si précipitamment. « Mais pourquoi on doit emmener Monsieur Patate ?» demanda la petite fille en désignant son chat tigré qui miaulait dans sa cage de transport. « Il déteste les voyages. C'est juste pour quelques jours. »« Ma puce !» répondit Manon, s'efforçant de garder un ton léger. « Et tu sais bien que Monsieur Patate serait malheureux sans toi. » Charles admirait le calme apparent de Manon face à sa fille. Alors même que son monde s'écroulait, en quelques jours, elle avait appris que sa mère n'était pas celle qu'elle croyait, que l'homme tombé du ciel était probablement son père, et qu'un danger imminent les menaçait. Pourtant, elle se tenait droite, protégeant Sophie de cette tempête émotionnelle, avec une force tranquille qui forçait le respect. Le téléphone sonna, faisant sursauter tout le monde. La ferme ne recevait presque jamais d'appels. « C'est Bernard », annonça Manon après avoir décroché, son visage pâli. « Il dit qu'une voiture noire est garée sur la route départementale. À 1 kilomètre d'ici, 2 hommes en costume observent la ferme avec des jumelles. » Charles sentit son estomac se nouer. Michel n'a pas perdu de temps. Comment a-t-il su si vite ? Lambert a dû l'appeler immédiatement après notre confrontation. Charles réfléchissait rapidement. Combien d'accès y a-t-il à la ferme ? La route principale est un chemin de terre qui traverse le bois, mais il est à peine praticable après les pluies. C'est notre seule option. Il regarda par la fenêtre. Si nous partons maintenant, nous pouvons peut-être les éviter. Un grondement de tonnerre résonna au loin. Et les premières gouttes commencèrent à frapper les vitres. La tempête arrivait plus vite que prévu. « Sophie », dit Manon en s'agenouillant devant sa fille, « change de plan. Nous allons faire un jeu. Tu te souviens de notre jeu du trésor caché ?» La petite hocha la tête, soudain intéressée. « Nous allons prendre le chemin des bois, comme des explorateurs, pour échapper aux pirates qui veulent voler notre trésor. »« Quel trésor ?» demanda Sophie. Les yeux brillants d'excitation, Manon sortit le coffre contenant les documents de Pauline. « Ces souvenirs précieux de ta grand-mère, c'est notre mission secrète. » Charles observait cet échange. Admiratif devant l'ingéniosité de Manon pour transformer une situation terrifiante en aventure pour sa fille, « Monsieur Charles fait partie de notre équipe d'explorateurs ?» demanda Sophie. « Oui », confirma Manon en échangeant un regard avec Charles. « Il est un explorateur très important. » Ils chargèrent rapidement le vieux pick-up de Manon. Charles avait contacté un hélicoptère privé qui les attendrait dans un champ à 10 km de là, propriété d'un client discret qui ne poserait pas de questions. « Comment va ta jambe ?» s'inquiéta Manon, tandis qu'il termina les préparatifs. « Beaucoup mieux. Je vous suivrai sans problème. » La pluie s'intensifiait. Tambourinant sur le toit de la maison, il s'apprêtait à partir quand Sophie poussa un cri. « Mes dessins pour mamie, je les ai oubliés. » Avant que quiconque puisse réagir, elle s'élança vers sa chambre à l'étage. « Sophie ?»
Manon s'élança à sa suite. Charles, resté près de la fenêtre, se figea. Une voiture noire venait de tourner dans l'allée de la ferme. Roulant lentement sous la pluie battante, trop tard pour une fuite discrète, il monta 4 à 4 les escaliers. « Manon, ils sont là !» Sophie avait trouvé ses dessins, des papiers colorés qu'elle déposait régulièrement sur la tombe de sa grand-mère. Manon la prit dans ses bras. « Changement de plan », annonça Charles. « Nous ne pouvons plus sortir par devant. La fenêtre de la grange donne sur les bois, » suggéra Manon. « Nous pourrions passer par là. » Ils se dirigèrent vers la porte communicante qui reliait la maison à la grange attenante. Charles jeta un dernier regard par la fenêtre du couloir. 2 hommes en imperméable noir se dirigèrent vers la porte d'entrée. Et derrière eux, sortant de la voiture avec un parapluie, une silhouette que Charles aurait reconnue entre mille, Michel Giroux, son ancien ami, son associé de 30 ans, l'homme qui avait détruit sa vie par jalousie et ambition. Charles sentit une rage froide l'envahir. Une partie de lui voulait confronter Michel immédiatement, le forcer à avouer ses crimes, mais Sophie s'accrochait à la main de Manon, ses grands yeux effrayés maintenant qu'elle commençait à sentir la tension réelle derrière ce prétendu jeu. « Va avec Sophie » chuchota-t-il à Manon. « Je vous rejoins dans 1 minute. »« Qu'est-ce que tu vas faire ? Gagner du temps ?» avant qu'elle puisse protester. Charles se dirigea vers l'escalier. Il entendait déjà des coups impérieux frapper à la porte d'entrée. « Charles » appela Manon à voix basse. « Sois prudent, s'il est capable de ce que tu crois. » Il hocha la tête, comprenant l'avertissement, dans sa précipitation. Il ne remarqua pas que Sophie avait laissé tomber un de ses dessins colorés sur le sol du couloir. En bas, les coups redoublèrent d'intensité. Charles prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Michel Giroux se tenait sous le porche, son visage patricien affichant une expression de surprise feinte. « Charles, mon Dieu, tu es vivant ? Épargne-moi ce numéro, Michel, » répondit froidement Charles. « Nous savons tous les deux que tu espérais me retrouver mort. » Le sourire de Michel s'évanouit, remplacé par une expression calculatrice. « Tu as toujours eu le sens du drame. Puis-je entrer ? Cette pluie est glaciale. » Sans attendre de réponse, il s'avança, suivi par ses 2 hommes de main. Charles s'écarta, préférant les garder à vue plutôt que de déclencher une confrontation immédiate. « Quel endroit rustique !» commenta Michel en observant la cuisine avec un dédain à peine dissimulé. « Pas vraiment ton style, Charles. Qu'est-ce que tu veux, Michel ? Te ramener à Paris, bien sûr. Tout le monde te croit mort. L'entreprise a besoin de toi. » Il fit mine de s'inquiéter. « Tu as l'air épuisé. Cet accident a dû être traumatisant. » Charles regardait cet homme qu'il avait considéré comme un ami pendant des décennies. Comment avait-il pu être aussi aveugle ? « Tu as tué Jacques, » dit-il calmement. Michel haussa les sourcils. « Ah, ton pilote, je crains que tu ne délires, mon ami. C'est l'accident qui l'a tué. Un accident bien opportun, n'est-ce pas ? Comme celui de Pauline il y a 25 ans. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Dehors, le tonnerre grondait, de plus en plus proche. « Ah !» soupira finalement Michel. « Nous y voilà donc. Je me demandais si tu ferais le rapprochement. Comment as-tu pu, Michel ? Elle était tout pour moi. » « Exactement. » Son visage se durcit. « Elle était tout pour toi. Du jour où tu l'as rencontrée, je n'existais plus. Notre entreprise, nos projets, tout passait après elle. Alors tu as orchestré son accident. Tu l'as faite disparaître. Pourquoi ? Pour que je me consacre exclusivement à notre entreprise. » Michel eut un rire sans joie. « Ça a fonctionné, non ? Regarde ce que nous avons construit ensemble après sa disparition. Un empire, sans elle pour te distraire. Tu as atteint ton plein potentiel. » Charles était paralysé par l'horreur devant cet aveu. « Et pendant toutes ces années, les visites annuelles ici, les paiements, une assurance, » répondit simplement Michel. Elle ne se souvenait pas de grand-chose, mais je préférais la garder loin de Paris, une petite pension contre son silence, un arrangement qui convenait à tout le monde, sauf à moi, et à ma fille que je n'ai jamais connue. Un éclair illumina la cuisine, révélant une expression de surprise sincère sur le visage de Michel. « Ta fille, tu veux dire que... Manon est ma fille, la fille de Pauline est la mienne. » Charles avança d'un pas. « Tu ne m'as pas seulement volé Pauline. Michel, tu m'as volé 25 ans avec ma fille et ma petite-fille. » Michel semblait calculer rapidement les implications. Ces hommes, silencieux jusqu'alors, échangèrent un regard nerveux.
Où sont-elles maintenant, Charles ? Demanda doucement Michel. Ces femmes dont tu parles. En sécurité, loin de toi. J'en doute. Michel fit un signe à l'un de ses hommes, qui sortit immédiatement. Mes collaborateurs ont encerclé la propriété. Personne n'a quitté cette ferme depuis notre arrivée. Charles sentit son cœur s'accélérer, mais s'efforça de garder un visage impassible. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Michel, me tuer aussi. Ajouter 3 meurtres à ta conscience déjà chargée. Meurtre ? Quel langage mélodramatique. Michel s'approcha de la table, remarquant le café encore tiède dans 3 tasses. Je préfère parler d'accidents regrettables, comme celui qui va bientôt se produire dans cette vieille ferme délabrée. Au même moment, l'homme de main revint, tenant à la main le dessin coloré de Sophie. « Monsieur, il y a des indications d'une enfant dans la maison. » Michel examina le dessin, puis regarda Charles. « Une petite fille, as-tu dit, comme c'est touchant, une vraie réunion de famille. » La tempête redoublait d'intensité dehors. La pluie martelant le toit avec une violence croissante. Un éclair déchira le ciel, immédiatement suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Dans l'obscurité soudaine, Charles entendit Michel ordonner à ses hommes « Trouvez-les, tous !» La seconde tempête venait de commencer. Plus dangereuse encore que la première, l'obscurité avait envahi la maison, ponctuée seulement par les éclairs qui illuminèrent brièvement les pièces à travers les fenêtres. Charles recula instinctivement vers le couloir qui menait à la grange, cherchant à s'éloigner de Michel et ses hommes. « Tu ne peux pas t'échapper. »« Charles !» lança Michel dans la pénombre. « Nous devons régler cette affaire une bonne fois pour toutes. » Un éclair révéla le visage de Michel, transformé par une détermination glaciale que Charles n'avait jamais vue chez son ancien ami. L'homme qu'il croyait connaître n'existait plus. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. « Fouille l'étage », ordonna Michel à l'un de ses hommes. « Toi, vérifie les dépendances. » Charles profita de la confusion pour se glisser dans le couloir. La porte menant à la grange était entr'ouverte, à tâtons. Il l'atteignit et se faufila dans l'obscurité. La grange sentait le foin et le bois humide. La pluie martelait la toiture métallique, créant un vacarme assourdissant. Charles avança prudemment entre les outils agricoles et les sacs de grains. « Manon !» appela-t-il à voix basse. Une main surgit de l'obscurité et l'agrippa, le tirant derrière une pile de bottes de foin. Manon était là, tenant Sophie serrée contre elle. « Ils sont entrés » murmura Charles. Michel a tout avoué, l'accident de Pauline, tout. « Il faut qu'on sorte d'ici » chuchota Manon. « La fenêtre arrière est notre seule chance. » Sophie regardait autour d'elle, les yeux écarquillés par la peur. Le jeu d'aventure s'était transformé en cauchemar bien réel. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda-t-elle d'une petite voix tremblante. « Tout va bien, ma puce » murmura Manon. « Nous devons juste être très silencieux, comme quand nous observons les chevreuils dans la forêt. » Ils avancèrent à 4 pattes vers l'arrière de la grange. La fenêtre, une simple ouverture avec des volets en bois, donnait sur l'orée du bois. « Je passe en premier » décida Charles. « Je vous aiderai à descendre. » Il poussa le volet qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. La pluie s'engouffra immédiatement, les trempant jusqu'aux os. Charles se hissa sur le rebord de la fenêtre, cherchant un appui pour descendre les 2 mètres qui le séparèrent du sol. Un coup de feu retentit, le son presque étouffé par un roulement de tonnerre. La balle se ficha dans le cadre de la fenêtre, à quelques centimètres de la tête de Charles. « Je ne crois pas, non », dit une voix depuis l'entrée de la grange. L'un des hommes de Michel se tenait là, pistolet levé. Derrière lui, apparut Michel lui-même, une lampe torche à la main, dont le faisceau balaya la grange avant de s'arrêter sur eux. « Quelle touchante scène de famille !» railla Michel. Son regard tomba sur Sophie, et une ombre traversa son visage. « Alors c'est elle, ta petite fille. » Charles se plaça instinctivement devant Manon et Sophie. « Laisse-les partir, Michel. C'est entre toi et moi. » « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Michel secoua la tête, presque avec regret. « Ça n'a jamais été simplement entre toi et moi. C'est toujours à propos de ce que tu me voles. D'abord ma place dans l'entreprise que nous avons créée ensemble, puis Pauline. Et maintenant tu veux partir avec cette nouvelle famille que tu viens de découvrir. Tu es fou, » murmura Manon. « Complètement fou. » Michel l'ignora, concentré sur Charles. « J'avais tout prévu, tu sais. L'accident d'avion devait te tuer. J'aurais pris le contrôle total de l'entreprise. Comme je l'avais fait pendant ta dépression après la disparition de Pauline, mais encore une fois,
Tu me surprends par ta résilience. » Un éclair illumina la grange, révélant un instant le visage de Michel déformé par une haine longtemps contenue. « Et maintenant, » demanda Charles, « tu vas tous nous tuer. Créer un autre accident. » Michel haussa les épaules avec une désinvolture effrayante. Un court-circuit dans une vieille ferme pendant un orage violent, ça arrive tous les jours. Comme pour souligner ses paroles, un nouveau coup de tonnerre ébranla la structure de la grange. Des gouttes commençaient à percer par le toit endommagé. « Il y aura une enquête, » argumenta Charles. « Des gens savent que je suis ici. Qui? Le vieux médecin, le fermier voisin. » Michel eut un sourire condescendant. « Des témoins peu fiables, facilement discrédités, et quand ils découvriront que cette ferme appartenait à ta fiancée disparue, ils concluront probablement à une étrange coïncidence tragique, ou peut-être à un acte désespéré de ta part. » Manon serra Sophie plus fort contre elle, cherchant frénétiquement une issue, mais l'homme de main de Michel s'était déplacé pour bloquer leur seul échappatoire. « S'il vous plaît, » plaida Manon, « laissez au moins partir ma fille, elle n'a rien à voir avec tout ça, pour la première fois. » Michel sembla hésiter, son regard s'attardant sur Sophie. L'enfant le fixait avec de grands yeux terrifiés, accroché au sweater de sa mère. Charles saisit cette hésitation. « Tu n'es pas un monstre, Michel, pas au point de tuer une enfant innocente. Ne me sous-estime pas, Charles, » rétorqua Michel. Mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. « J'ai fait ce qui était nécessaire, toujours. » À cet instant, une série d'éclairs illumina le ciel, suivi d'un fracas assourdissant. Un craquement sinistre retentit au-dessus d'eux. Tous levèrent les yeux instinctivement. « Le toit !» cria Manon, une partie de la charpente. Fragilisée par les récentes tempêtes et les années de négligence, commençait à céder sous le poids de l'eau. Charles réagit instantanément. Il poussa Manon et Sophie vers le fond de la grange, loin de la zone menacée. Michel et son homme tentèrent de reculer, mais trop tard. Une poutre massive s'effondra, entraînant avec elle une cascade de tuiles et de planches. Un nuage de poussière et de débris envahit la grange. Charles protégeait Manon et Sophie de son corps, sentant les éclats de bois lui lacérer le dos. Quand la poussière retomba, une scène chaotique apparut. Une partie du toit s'était effondrée, créant une barrière de débris qui séparait maintenant Charles, Manon et Sophie de Michel et son homme. Ce dernier gisait inconscient, à moitié enseveli sous les décombres. Michel lui-même était blessé, du sang coulant de son front, mais toujours debout, et plus dangereusement, toujours armé. Il avait saisi le pistolet de son homme. « Personne ne sort d'ici », gronda-t-il, titubant légèrement. « C'est fini, Michel », répondit Charles. « Regarde autour de toi. La grange va s'effondrer complètement. Nous devons tous sortir. » Comme pour confirmer ses paroles, un nouveau craquement retentit au-dessus d'eux. La structure entière gémissait sous l'assaut de la tempête. « Jamais, » siffla Michel. « Tu ne gagneras pas cette fois. » Il leva son arme, visant Charles à travers le rideau de pluie qui s'engouffrait maintenant par le toit éventré. Mais avant qu'il puisse tirer, un mouvement derrière lui attira l'attention de Charles. Une silhouette massive se dressait dans l'embrasure de la porte. Bernard, le voisin de Manon, tenait un fusil de chasse braqué sur Michel. « Baissez ça tout de suite », ordonna-t-il d'une voix ferme. Michel, surpris, se retourna brusquement. Un coup de feu partit, la balle se perdant dans les poutres. Bernard ne broncha pas. « La prochaine fois que vous bougez, je tire », prévint-il. Michel, coincé entre Bernard et les décombres qui le séparèrent de Charles, semblait enfin comprendre qu'il avait perdu. Son visage se tordit en une grimace de rage impuissante. « Tu ne comprends pas », lança-t-il à Charles. « Elle ne t'a jamais vraiment aimé. Elle allait te quitter, la veille de votre mariage. Je lui ai juste facilité les choses. »« Menteur !» cria Charles, se préparant à escalader les débris qui les séparaient. « Arrête, Charles !» intervint Manon, le retenant par le bras. « C'est ce qu'il veut, te provoquer pour que tu fasses quelque chose de stupide. » Sophie sanglotait doucement, visage enfoui contre sa mère. Ce son sembla ramener Charles à la réalité. « Tu as raison, » dit-il en serrant brièvement la main de Manon. « Sortons d'ici. » Ils se dirigèrent vers la fenêtre arrière. Charles aida Sophie à passer, puis Manon. Il s'apprêtait à les suivre quand un nouveau craquement, plus violent que les précédents, ébranla la grange entière. « Charles, vite !» appela Manon de l'extérieur. Il jeta un dernier regard vers Michel, qui fixait le plafond avec une expression d'horreur.
Leurs yeux se croisèrent une dernière fois. 30 ans d'amitié, de trahison et de haine condensés en un instant. « Adieu, Michel », murmura Charles avant de se hisser par la fenêtre. À peine avait-il touché le sol, qu'un fracas assourdissant retentit derrière lui. Le reste du toit venait de s'effondrer, ensevelissant Michel et son homme sous une montagne de bois et de tuiles. Bernard les rejoignit en courant depuis l'autre côté de la grange. « Tout le monde va bien. »« Oui, » répondit Manon. Tremblante. « Grâce à vous, j'ai vu les voitures et je me suis inquiétée, » expliqua le fermier. « Quand j'ai entendu le coup de feu, il faut appeler la police, » dit Charles. « Et une ambulance, si elle peut arriver jusqu'ici. Il y a un téléphone qui fonctionne encore dans ma maison, » proposa Bernard. « Venez. » Ils s'éloignèrent sous la pluie battante, Sophie dans les bras de Manon. Derrière eux, la grange achevait de s'effondrer, emportant avec elle les preuves de la folie de Michel, mais pas les vérités qu'il avait révélées. Sur le chemin vers la maison de Bernard, Charles se tourna vers les ruines fumantes. Il avait finalement découvert la vérité sur la disparition de Pauline. Mais à quel prix? Une vie détruite, la sienne, et maintenant celle de Michel, l'homme qu'il avait un jour considéré comme un frère. « Maman », murmura Sophie, « c'est fini le jeu maintenant. » Manon échangea un regard avec Charles par-dessus la tête de sa fille. « Oui, ma puce, c'est fini. » Mais ils savaient tous deux que pour eux, tout ne faisait que commencer. L'hôpital de Bordeaux bruissait d'une activité feutrée en ce début de matinée. Dans une chambre au bout du couloir, Charles était assis sur le bord de son lit, contemplant la pluie qui lavait doucement les vitres. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'effondrement de la grange. L'infirmière entra, interrompant ses pensées. « Vos examens sont bons, monsieur Mercier. Le médecin signera votre sortie cet après-midi. » Charles la remercia d'un hochement de tête. Les quelques coupures et contusions qu'il avait subies étaient insignifiantes comparées aux blessures invisibles accumulées pendant 25 ans. On frappa doucement à la porte. Manon apparut, portant un bouquet de fleurs sauvages, visiblement cueillies dans les champs. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle en déposant les fleurs dans un verre d'eau. « Prêt à sortir » répondit Charles avec un demi-sourire. « Et Michel » Manon s'assit sur la chaise près du lit. « Toujours en soins intensifs. Les médecins disent qu'il survivra, mais sa colonne vertébrale a été gravement touchée. » Charles accueillit la nouvelle en silence. Il n'éprouvait ni joie, ni satisfaction à l'idée que Michel passerait le reste de sa vie paralysée. Juste une immense tristesse pour tout ce qui avait été perdu. La police. Ils ont pris ma déposition ce matin. Lambert a tout avoué. Le complot pour saboter ton avion. L'ordre de faire taire tous les témoins. Manon hésita. Il a également confirmé l'implication de Michel dans l'accident de ma mère. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Sophie. Accompagnée d'une aide-soignante, la petite fille tenait un dessin coloré. « Pour toi, Charles », dit-elle en le lui tendant fièrement. « C'est nous 3, devant la maison, quand elle sera reconstruite. » Le dessin montrait 3 personnages aux proportions fantaisistes. Une femme, une petite fille et un homme plus grand. Ils se tenaient par la main devant ce qui ressemblait vaguement à une maison. « C'est magnifique, Sophie », murmura Charles, la gorge nouée par l'émotion. Manon emmena sa fille à la cafétéria, laissant Charles se préparer pour sa sortie. Il s'approcha de la fenêtre, observant le parc de l'hôpital où les arbres ployaient sous les dernières gouttes de pluie. Une sensation étrange l'habitait, comme si une page se tournait enfin, après être resté bloqué pendant un quart de siècle. Quelques heures plus tard, ils quittèrent l'hôpital sous un timide rayon de soleil qui perçait les nuages. « Où va-t-on maintenant » demanda Sophie, sautillant à côté d'eux. Manon et Charles échangèrent un regard. Ils n'avaient pas encore eu le temps de discuter de l'avenir, trop occupés par les dépositions, les médecins et les tentatives d'expliquer à Sophie, avec des mots simples, ce qui s'était passé. « Si tu veux, vous pouvez venir chez moi à Paris, le temps que la ferme soit réparée, » proposa Charles. Manon secoua la tête. « C'est gentil, mais nous avons besoin d'espace et de temps. Le docteur Renaud nous prête sa maison d'hôte en attendant. Elle est à seulement quelques kilomètres de notre ferme. » Charles hocha la tête, masquant sa déception. Bien sûr, il ne pouvait pas s'attendre à ce que Manon l'accueille instantanément dans sa vie, après une révélation aussi bouleversante. « Je comprends, » dit-il doucement. « Je resterai à Bordeaux quelques jours pour régler les derniers détails avec la police, puis je retournerai à Paris. Tu vas nous quitter,
demanda Sophie, son visage se décomposant. Charles s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Je dois m'occuper de certaines choses importantes. Ma puce. Mais je reviendrai. C'est promis. La petite le fixa avec une intensité troublante. Tu promets vraiment? Parce que maman dit que les promesses, c'est sacré. Ta maman a raison. Charles jeta un regard à Manon. Et je te le promets solennellement. Une semaine plus tard, Charles foulait à nouveau le sol de la ferme du Petit Chêne. Les dégâts étaient considérables. La grange avait entièrement disparu, et une partie de la maison principale avait souffert des flammes qui s'étaient propagées cette nuit-là. Manon l'attendait près de la clôture du jardin, vêtue d'une salopette usée et de bottes en caoutchouc. Elle lui tendit une paire de gants de travail. « Je pensais que les milliardaires ne se salissèrent pas les mains, » plaisanta-t-elle. « Celui-ci fait exception. » répondit Charles en enfilant les gants. Ils travaillèrent côte à côte toute la journée, déblayant les débris, sauvant ce qui pouvait l'être. Sophie allait et venait, apportant des verres d'eau, posant 1000 questions, dessinant la ferme, comme elle serait quand elle serait grande. Le soir venu, épuisés, mais satisfaits, ils s'installèrent sur la terrasse encore intacte. Sophie s'était endormie sur un fauteuil de jardin, enveloppée dans une couverture. « Je n'ai jamais travaillé aussi dur physiquement », avoua Charles en contemplant ses mains couvertes d'ampoules. « Ça fait du bien, non, de construire quelque chose avec ses mains, pas seulement avec son argent. » Il sourit. « Oui, ça change de la signature de contrat. » Un silence confortable s'installa entre eux. La nuit était claire, parsemée d'étoiles qu'on ne voyait jamais à Paris. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, » dit finalement Manon, en sortant un petit carnet de sa poche. Dans les décombres de la maison, c'est la suite du journal de maman, les dernières pages qu'elle a écrites. Elle le tendit à Charles. « Je pense que tu devrais le lire. » Les mains tremblantes. Il ouvrit le carnet à la dernière page. « 15 avril 2024, » lut-il doucement. « Le médecin dit qu'il ne me reste que quelques semaines. J'accepte cette réalité avec une étrange sérénité. Ma seule inquiétude est pour Manon et ma petite Sophie. J'aurais aimé leur laisser plus que cette vieille ferme et mes maigres économies. J'aurais voulu leur laisser la vérité aussi. Mais j'ai peur que cette vérité ne les mette en danger. » Charles dut s'interrompre. Submergé par l'émotion, Manon l'encouragea d'un regard à continuer. Ces derniers temps, les souvenirs me reviennent plus clairement, comme si la maladie avait levé un voile. Je me souviens de lui, Charles, de son sourire, de sa passion, de nos projets. Je me souviens de notre dernier jour ensemble, de cette course que je devais faire pour finaliser une surprise pour notre mariage, et je me souviens vaguement d'une voiture qui me suivait, d'une route isolée, d'une peur soudaine. Charles dut s'arrêter à nouveau, essuyer les larmes qui brouillaient sa vue. Je ne sais pas si je l'aimais autant qu'il m'aimait, mais je sais que nous aurions eu une belle vie. J'espère qu'il m'a cherché, qu'il ne m'a pas simplement oublié, et s'il existe une justice en ce monde, j'espère qu'un jour Manon le rencontrera, qu'elle découvrira cette partie d'elle-même qui vient de lui, cette détermination, cette loyauté féroce, ce regard qui voit toujours plus loin que l'horizon. La voix de Charles se brisa sur les derniers mots. Les larmes coulaient librement sur son visage. « Je le lui devais, » murmura Manon, « de te laisser entendre ces derniers mots. »« Merci, » répondit Charles simplement. Ils restèrent silencieux un long moment, absorbant le poids de ces révélations, de cette vie qui aurait pu être et qui leur avait été volée à tous. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda finalement Manon. « Retourner à ta vie parisienne. » Charles contempla le ciel étoilé. « Je ne sais pas. Mon entreprise a besoin d'être restructurée après tout ce qui s'est passé avec Michel. Mais, ces derniers jours ici, à travailler avec mes mains, à me sentir utile d'une façon concrète, ça m'a fait réaliser combien ma vie d'avant était vide. » Manon sourit. « La ferme aura toujours besoin d'un coup de main. Est-ce que c'est une invitation ? Peut-être. » Elle hésita. « Sophie t'adore déjà. Et moi, j'aimerais apprendre à te connaître. Pas comme le milliardaire Charles Mercier, mais comme l'homme que ma mère a aimé, comme mon père. » Ce dernier mot, prononcé avec tant d'émotion contenue, résonna dans la nuit comme une promesse. Le lendemain matin, ils commencèrent à planter un jeune chêne à l'endroit exact où s'était trouvée la grange. Sophie versait consciencieusement de l'eau autour du petit arbre, tandis que Charles et Manon tassaient la terre. « Pourquoi on plante un chêne ?» demanda Sophie. « Parce que les chênes sont forts et vivent très longtemps, » expliqua Manon. «
comme les liens de famille. Et celui-ci sera encore là quand tu seras vieille comme papy Charles, ajouta Charles avec un clin d'œil. Sophie gloussa. Tu n'es pas si vieux. Merci pour cette gentille inexactitude, rit-il. Une fine pluie commença à tomber, douce et chaude, très différente de la tempête qui avait tout déclenché. Ils ne cherchèrent pas à s'abriter, laissant l'eau les laver de la poussière, de la douleur, des regrets. Tu sais ce que disait toujours ma mère quand il pleuvait après une période difficile, demanda Manon. Charles secoua la tête. Elle disait « Parfois, la tempête ne vient pas pour détruire. Elle vient pour nous rendre ce que nous croyons avoir perdu pour toujours. » Sophie leva son visage vers le ciel. Attrapant les gouttes de pluie sur sa langue, Charles et Manon échangèrent un regard. Leurs mains se frôlant dans la terre humide, un nouveau chapitre commençait, écrit par la tempête et le destin, mais dont ils tiendraient désormais la plume ensemble.